Un beau jour de 1654, deux mathématiciens du nom de Blaise Pascal et Pierre de Fermat vont sans le savoir participer à la création de la physique quantique, comprendre le mouvement des gaz, contribuer à l'essor de la génétique, aider à éradiquer des maladies, prévoir la météo, favoriser l'apparition de l'intelligence artificielle, éviter des accidents, gérer la finance, intervenir dans l'imagerie médicale. Savez-vous comment ils vont réussir une telle prouesse ? En jouant à pile ou face. Blaise Pascal est né en 1623 à Clermont. Il s'illustrera aussi bien dans le monde de la philosophie que de la physique, mais c'est pour sa contribution dans les mathématiques que nous allons nous intéresser à lui aujourd'hui. En 1654, il entretient une correspondance avec un autre mathématicien, Pierre de Fermat, et s'arrête notamment sur un problème en apparence futile, mais qui amuse les deux protagonistes, le problème des parties. Ce problème, initialement proposé par le chevalier de Méré, est le suivant. Imaginons que deux joueurs, Blaise et Pierre, misent chacun 20 € pour jouer à un jeu de hasard, par exemple pile ou face, et convenant d'un commun accord que la partie se jouera en 3 manches gagnantes. Le premier qui arrive à 3 victoires remporte l'ensemble des mises, c'est-à-dire 40 €. Imaginons maintenant que Blaise gagne les 2 premières manches, que Pierre en gagne une seule, et que le jeu soit alors interrompu, pour une raison quelconque. Question. Même s'il est possible de rendre à chacun sa mise de départ, comment rendre l'argent aux joueurs de façon équitable, en prenant en compte le fait que Blaise a déjà fait un chemin plus grand vers la victoire que Pierre? Voici comment cette question sera tranchée et résolue par les deux hommes. À l'issue de cette 3e manche, Blaise gagne donc sur un score de 2-1. Si le jeu avait continué jusqu'au bout, 2 éventualités se dégageraient et il y aurait une chance sur 2 que l'une ou l'autre de ces possibilités se produise. Dans un premier cas, Blaise gagne la manche suivante. Alors, il remporte la partie sur un score de 3-1. Il avait donc une chance sur 2 de gagner 40 €. 50% de 40 €, donnons-lui 20 € pour cette première éventualité. Mais à cela, il faut ajouter les gains potentiels du second cas, où c'est Pierre qui gagne la manche suivante. Celui-ci égalise donc à 2-2. Et dans ce cas, il faut un ultime tour de pile ou face pour désigner le vainqueur final. Et là encore, il y a une chance sur 2 pour que Blaise remporte les 40 €. Au départ, Blaise avait donc une chance sur 2 d'avoir une chance sur 2 de gagner 40 €. 50% de 50% de 40 €, c'est la même chose que 50% de 20 €. Donnons donc 10 € à Blaise pour cette deuxième éventualité. Pour résumer, au moment où la partie s'arrête, 2 possibilités se dégagent. L'une où il est équitable de donner 20 € à Blaise, et l'autre où il est équitable de donner 10 € à Blaise. Il faut donc donner 30 € à Blaise, et donc 10 € à Pierre. Cette indemnisation des joueurs rend compte de façon équitable du meilleur début de partie qu'a fait Blaise par rapport à Pierre. Ce problème est fondateur dans l'histoire des mathématiques, car même si la notion avait déjà été étudiée par des mathématiciens comme Galilée ou Jérôme Cardan, il ouvre la voie à une nouvelle branche de cette discipline, les probabilités. Mal considérées pendant de longues années, en partie du fait de leur champ d'application restreint à l'étude des jeux de hasard, elles posent pourtant des questions existentielles et philosophiques autour du hasard. Ainsi, jusqu'au XXe siècle, cette notion n'aura de cesse de diviser les penseurs de tous bords. Le hasard n'est que le nom donné à notre ignorance, dit Émile Borel en 1938. Le hasard seul est à la source de toute nouveauté, de toute création dans la biosphère, répond Jacques Monod en 1970. Ou encore Dieu ne joue pas au dé, affirme le grand Einstein en 1926. En outre, les mathématiciens s'intéressèrent malgré tout à cette nouvelle branche que sont les probabilités. Et la question de connaître la place du hasard dans le monde qui nous entoure importait peu pour eux.
Les mathématiciens ont cela de commun qu'ils peuvent être intéressés par un sujet, qu'il soit pragmatique ou non, du moment qu'il exige un exercice intellectuel logique et rigoureux. Ainsi, en 1656, un autre contemporain de Pascal et de Fermat, nommé Christian Huygens, s'empare du problème des parties et rédige ce qui restera dans les livres d'histoire comme le premier traité de cette discipline. Tractatus de Ratioциnis in Aleae Ludo, du calcul dans les jeux de hasard. Dans cet ouvrage, il initie la notion de valeur de la chance, qu'il traduira en latin par expectatio, qui deviendra l'espérance par la suite. À l'issue de ce traité, Huygens propose 5 problèmes ayant attrait aux probabilités. 5 problèmes de dés et de cartes que les générations futures de mathématiciens vont prendre à bras le corps. L'année où Pascal et de Fermat entretenaient leur correspondance, un bébé naissait à Bâle. Ses parents, M. et Mme Bernoulli, l'appelèrent Jacques, sans savoir qu'il venait de mettre au monde l'un des plus grands mathématiciens de ce siècle. En 1685, à l'âge de 23 ans, Jacques Bernoulli prend connaissance des 5 problèmes laissés par Huygens. En utilisant la notion de série, de convergence, de calcul différentiel, c'est-à-dire les nouveaux outils mathématiques développés par des contemporains comme Newton ou Leibniz, il rédige peu à peu ce qui sera son œuvre la plus complète de sa vie, Ars Conjectandi, dans lequel il apporte une contribution majeure, l'énonciation et la démonstration de ce qu'on appellera plus tard la loi des grands nombres, qui pourrait être résumée ainsi. Si je jette un dé à 6 faces, j'ai une chance sur 6 d'obtenir chacune de ces faces. Ainsi, en relançant ce dé une deuxième fois, il est raisonnable de penser qu'un autre résultat tombera, différent du premier. Or, il n'est pas improbable pour autant d'avoir 2 fois le même numéro, car la notion de hasard est là pour apporter du désordre dans ces prédictions mathématiques. La loi des grands nombres annonce que plus le nombre de lancers est important, plus la fréquence d'apparition de chaque face s'approchera de 1/6. On dit que la probabilité d'apparition d'une face converge vers 1/6. Ce principe de la loi des grands nombres est fondamental, car il est le ciment de toute la théorie des probabilités. Si l'on répète suffisamment de fois un événement aléatoire, la notion de hasard disparaît peu à peu et les calculs deviennent de plus en plus fiables et prédictifs. Malheureusement, Jacques Bernoulli ne verra jamais son grand ouvrage publié car il meurt en 1705 avant d'avoir pu le terminer. C'est l'un de ses neveux, Nicolas Bernoulli, qui se chargera de réunir les derniers travaux de son oncle et de publier son œuvre en 1713. En outre, en 1766, un autre neveu de Jacques Bernoulli, Daniel, publie un essai intitulé « Essai d'une nouvelle analyse de la mortalité causée par la petite vérole et des avantages de l'inoculation pour la prévenir », qui sera reconnu comme le premier modèle épidémiologique. Quelques années plus tard, Pierre-Simon Laplace, mathématicien, physicien et astronome français, pose les jalons de ce qui sera l'une des formules les plus décisives pour le calcul des probabilités. La probabilité est une fraction, dont le numérateur est le nombre de cas favorables et dont le dénominateur est le nombre de cas possibles. En d'autres termes, si j'ai une urne contenant 3 boules noires et 2 boules rouges, que je tire une boule au hasard et que je m'intéresse à l'événement « on tire une boule noire », il y a 3 cas favorables sur 5 cas possibles. La probabilité est donc de 3/5. Parallèlement aux travaux de Bernoulli et de Laplace, d'autres mathématiciens poursuivirent conjointement des réflexions décisives autour des probabilités, creusant chacun des sous-domaines novateurs. Abraham de Moivre, par exemple, qui affine l'utilisation de l'analyse mathématique dans les calculs des probabilités, notamment avec le calcul infinitésimal. Mais surtout, Thomas Bayes, qui étudie le cas où le calcul des probabilités est modifié par le fait qu'une ou plusieurs données donnent des informations préalables au calcul d'une probabilité. Ce phénomène sera appelé probabilité conditionnelle. Par exemple, reprenons notre sac précédent avec ses 3 boules noires et ses 2 boules rouges. Mais cette fois, considérons que les boules noires sont numérotées de 1 à 3 et que les 2 boules rouges portent les numéros 4 et 5. Intéressons-nous encore à l'événement « on tire une boule noire ». Comme nous l'avons vu précédemment, grâce à la formule énoncée par Laplace,
il y a 3 cas favorables sur 5 cas possibles. La probabilité de tirer une boule noire est toujours de 3/5. Mais imaginons maintenant qu'une information est filtrée et que l'on sache que la boule tirée est paire. Alors les boules numérotées 1, 3 et 5 ne font désormais plus partie des cas possibles. Elles sont exclues du calcul du fait que l'on sait qu'elles ne peuvent pas avoir été tirées. Il reste donc 2 boules possibles, celle numérotée 2 qui est noire et celle numérotée 4 qui est rouge. Si l'on est en possession de cette information, dit Bayes, le nombre de cas favorables est désormais de 1 boule et le nombre de cas possibles est de 2. La probabilité de tirer une boule noire, sachant qu'elle est paire, est de 1/2. En 1859, celui qui deviendra l'un des plus grands génies de la physique, j'ai nommé James Clerk Maxwell, pressent que la pression d'un gaz est liée au mouvement de ses particules. Comme il est bien sûr dans l'incapacité totale de savoir avec précision la vitesse et la position de ces particules, il base ses calculs sur le postulat qu'elles sont réparties au hasard. Pour effectuer ces calculs, il utilise donc les nouvelles techniques des probabilités et aboutit exactement au résultat attendu par la mesure de la pression et de la viscosité. En 1933, un mathématicien du nom de Kolmogorov apporte la base solide sur laquelle construire définitivement et étendre cette théorie des probabilités. Grâce à une suite de 3 axiomes, il lie habilement la théorie des ensembles aux probabilités, permettant ainsi à toutes les disciplines dans lesquelles la notion de hasard est présente de s'approprier l'outil mathématique pour y apporter des améliorations. Ainsi, en génétique, la notion de variabilité des mutations sur laquelle est construite la théorie de l'évolution est illustrée par des calculs probabilistes. En médecine, le développement aléatoire des maladies, le risque sanitaire, sont maîtrisés par l'outil des probabilités. Les notions de balance bénéfice-risque, d'épidémiologie, de facteurs de risque, de valeurs prédictives positives ou négatives, sont autant d'aspects décrits à la perfection par les outils probabilistes. Les variations météorologiques aléatoires sont également décrites par des modèles mathématiques entièrement basés sur ces outils. Outre le fait qu'elles permettent de savoir comment l'on doit se couvrir, dans le cas d'ouragans ou autres catastrophes naturelles, ils permettent également de sauver des vies par des prédictions de plus en plus fiables. Le développement de l'intelligence artificielle au travers de l'essor du deep learning fait aussi intervenir ce domaine. Au passage, peut-être regardez-vous cette vidéo sur les conseils d'une recommandation YouTube qui aura calculé mathématiquement qu'elle pourrait vous intéresser. Bref, la liste des applications des probabilités dans notre monde est très longue et c'est à mon avis sans conteste le domaine des mathématiques que nous utilisons le plus au quotidien sans le savoir. Au fil des années, le hasard, certes, n'a rien perdu de son mystère et conserve cet aspect de monde inconnu et imprévisible. Mais des humains, tous plus inventifs les uns que les autres, se sont relayés au fil du temps, tels les premiers explorateurs de continents inconnus pour tenter d'élargir la carte de la compréhension et conquérir toujours un peu mieux le territoire de l'aléatoire. Ne pouvant se résoudre à se résigner devant cette bête féroce qu'est l'imprévisible, ensemble, ils ont dompté le hasard, et en bâtissant cette branche des mathématiques, ont contribué à faire de notre monde celui que l'on connaît aujourd'hui.